Le mari a découvert que sa femme se rendait dans la forêt chaque nuit. Ce qu'il a vu était vraiment terrifiant. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Groupe 1, les premiers soupçons. Alexander Martin a toujours été considéré comme un homme chanceux. Un emploi stable dans une entreprise de design d'intérieur dans l'Idaho, une charmante maison en bois au bord de la forêt nationale de Payette, et une épouse douce, discrète et au parler bas nommée Lucy, dont le sourire seul pouvait l'apaiser après une longue et épuisante journée. Ou du moins, c'était l'image que tout le monde voyait. Tout a commencé à changer il y a 2 ans, après la première fausse couche de Lucy. Aucune cause claire. Les médecins ont parlé de stress psychologique. Lucy disait qu'elle allait bien, mais Alexander savait qu'elle n'était plus la même. « Tu te souviens que j'ai dit un jour que je voulais un chat ?» avait-elle demandé un matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner près de la fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre claire, éclairant le bol de soupe de haricots rouges qu'elle avait préparé. « Oui, quand tu étudiais à Austin. Je pense que je n'en veux plus. Les chats salissent la maison. » D'accord, peut-être plus tard alors. Non, pas plus tard non plus. Sa réponse fut si directe qu'Alexander s'arrêta quelques secondes. Il regarda le visage de Lucy, ni en colère, ni fatigué, mais vide. Les yeux bruns qui brillaient autrefois de vie le fixaient maintenant d'un regard vide, comme un miroir. Elle regardait souvent dans la forêt. Au début, il pensait que c'était juste de la tristesse. Mais lentement, les plus petits détails ont commencé à le tenir éveillé la nuit. Un soir de début mars, il remarqua que les bottes de randonnée de Lucy étaient laissées à l'envers dans le débarras, leurs semelles encore couvertes de boue, mais pas la boue habituelle du jardin. C'était une odeur différente. Fumeuse, acide, comme du bois mouillé qui se consume. Quand il lui a demandé, Lucy a répondu sèchement, probablement des voisins. Alexander ne savait pas quoi dire. Leurs voisins les plus proches étaient Steven et Grace, un couple de personnes âgées qui vivaient à plus de 500 mètres. Ils élevaient des lapins et cultivaient du raisin. Steven n'allumait presque jamais de feu, sauf pour les barbecues pendant les vacances. Un autre matin, Alexander remarqua que le réveil était mal réglé. Il le réglait toujours pour qu'il sonne à 7 heures, mais ce jour-là, il sonna à 5h40. Lucy s'était déjà levée et avait nettoyé la cuisine. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Mais il ne semblait pas que quelque chose ait été cuit. Les poêles étaient impeccables et il y avait des taches de boue séchée près de la porte arrière. Peut-être que j'ai fait du somnambulisme et que j'ai renversé de la terre, dit-elle, sans le regarder dans les yeux. Lucy avait commencé à mentir, non pas maladroitement ou avec hésitation, mais avec l'aisance de quelqu'un qui répète des lignes mémorisées, comme si la vérité avait été étouffée dans sa voix. Alexander essaya de rester calme. C'était peut-être encore la perte de leur bébé. Peut-être qu'elle n'avait pas guéri. Mais pourquoi après 2 ans n'y avait-il toujours aucun signe de rétablissement ? Ce n'était pas de la dépression. C'était de l'absence. Elle était là, mais juste une coquille. Il en parla à son meilleur ami Samuel, un collègue qui connaissait aussi Lucy depuis le lycée. Peut-être qu'elle fait face à un type de deuil que tu ne peux pas comprendre, dit Samuel en tournant sa tasse de café dans ses mains. As-tu pensé à l'emmener voir un thérapeute ? Lucy déteste les hôpitaux, soupira Alexander. Et ce n'est pas comme si quelque chose n'allait pas. Elle se lève toujours tôt, cuisine, arrose les plantes, lit. C'est juste quoi ? Elle est comme une actrice dans une pièce dont je ne comprends pas le scénario. Groupe 2, l'enquête d'Alexander. À partir de ce jour, Alexander commença à prêter une attention plus particulière. Lucy se couchait tôt mais ne dormait pas. Elle faisait semblant de respirer régulièrement. Parfois, il se réveillait dans la nuit pour trouver son côté du lit vide. Elle disait, « Je suis descendu boire de l'eau », mais il n'y avait jamais de verre utilisé le matin. Une nuit, il se réveilla vers 3 heures du matin et la vit debout près de la fenêtre, fixant les bois, immobile. « Lucy », appela-t-il. Elle se retourna, surprise comme si elle avait été prise sur le fait. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Quelque chose te dérange ? » ?»« Non. »« Tu es sûre ? » Elle sourit. Un sourire mécanique et tordu. « Tu t'inquiètes trop,
Alexander. Cette phrase le fit taire. Non pas à cause de ce qu'elle signifiait, mais à cause du ton. Plat, sans émotion. Comme quelqu'un qui imite Lucie, pas Lucie elle-même. Le lendemain, Alexander se rendit chez les parents de Lucie, Richard et Teresa. Ils vivaient dans une ville voisine, à seulement 15 minutes. « Comment va Lucie ces derniers temps » demanda Teresa après avoir servi le thé. « Je ne sais pas. Elle a été très étrange. » Richard fronça les sourcils. « Va-t-elle toujours à l'église le dimanche ?»« Non. » »« Lit-elle toujours ?»« Oui. Mais plus de romans. Uniquement des livres de médecine, des textes de psychologie et des histoires de crimes réels. » « Pardon ?» Richard fronça les sourcils plus profondément. « Il y a un livre sur les enlèvements d'étudiants en Californie. » Teresa attrapa la main d'Alexander. « T'a-t-elle dit quelque chose à ce sujet ?»« Non, juste qu'elle voulait comprendre comment la haine peut durer si longtemps. » Le silence tomba. Richard se racla la gorge. Lucie était la meilleure élève de sa classe. Mais après avoir perdu sa bourse d'études, elle a changé, toujours silencieuse, en colère, mais jamais bruyante, juste renfermée. Alexander hocha la tête. Il était au courant de la bourse. Lucie avait failli entrer à l'université de Boston dans le cadre d'un programme prestigieux pour les étudiants ruraux, mais les résultats avaient été étrangement modifiés. Elle a échoué. Aucune enquête. Elle a quitté la ville et est rentrée chez elle. Je pense qu'elle ne s'en est jamais remise, dit Alexander. Teresa serra la main de Richard, les yeux brillants. Elle a tout perdu à partir de ce moment-là. Ce soir-là, de retour à la maison, Alexander vit Lucie arranger des fleurs sur le comptoir de la cuisine. Ses mains glissaient soigneusement des orchidées blanches dans un vase en céramique. Elle était gracieuse comme toujours, les cheveux soigneusement attachés, portant un pull marron doux. Mais sous la lumière jaune, son visage paraissait plus mince qu'avant, les cernes sous ses yeux plus profonds. Elle était toujours belle, mais c'était une beauté distante. « Tu sais, j'ai rendu visite à tes parents aujourd'hui, » dit-elle sans se retourner. « Je m'inquiète pour toi. »« Ne t'inquiète pas. Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien, Lucie. Tu te réveilles à 2 heures du matin, tu vas quelque part, tu caches tes vêtements sales, tu réinitialises le réveil. Tu me surveilles. » Cette question coupa comme une lame. Sa voix n'était ni élevée ni tranchante, mais elle était froide comme de la glace. Alexander fit une pause de quelques secondes. « Je suis juste inquiet. » Lucie se tourna vers lui, les yeux calmes. « Arrête de demander. Certaines choses n'ont pas de réponse, seulement l'acceptation. » Alexander déglutit difficilement. Cette phrase sonnait comme un avertissement, un dernier mot pour mettre fin à tous les soupçons. Mais en même temps, c'était aussi le début d'un abîme dont il ne pouvait plus s'éloigner. Groupe 3, la découverte de la cabane. La pluie de cette nuit-là n'était pas forte, mais elle était implacable et glaçante. Alexander se réveilla, ne sachant pas si c'était à cause des gouttes de pluie qui tapaient sur le toit ou d'un bruit étrange en bas. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 2h57, la pièce à côté de lui était sombre. Lucie n'était pas là. Il s'assit et s'approcha doucement de la fenêtre. Le rideau était légèrement ouvert, et dans la faible lumière du porche arrière, il vit une silhouette, la silhouette d'une femme, portant un imperméable sombre, marchant vers la forêt. La tête baissée, se déplaçant rapidement. Ses bottes faisaient un bruit lourd de clapotis sur le sol mouillé. Alexander se figea. Son cœur battait la chamade. Une partie de lui voulait l'appeler, mais une plus grande partie lui disait de rester silencieux. Juste regarder. Il ne dormit plus cette nuit-là. Le lendemain matin, dans la cuisine, Lucie agissait comme si de rien n'était. Elle coupait des oranges, préparait du jus comme toujours. « Tu es levé tôt ?» essaya de sonder Alexander. « Non, j'ai dormi jusqu'à ce que tu te lèves, » dit-elle sans regarder. « Je me suis réveillée à 3 heures et je ne t'ai pas vu là. » Elle fit une pause d'une demi-seconde. Puis, se tournant vers lui, elle sourit. « Peut-être que je suis descendue nourrir le chat. » Alexander cligna des yeux. « Chat ? » « Oui. Un chat errant. »
Il y a ce chat qui vient à notre porte arrière. Je lui laisse juste de la nourriture. Lucie, nous n'avons pas de chat. Nous n'en avons pas, mais j'ai pitié de lui. Alexander ne répondit pas. La conversation se termina brusquement, comme un fil coupé en plein milieu. Mais il le vit clairement. Ce n'était pas une excuse négligente. C'était un mensonge, lisse, répété, comme si elle l'avait préparé à l'avance. Il commença à faire semblant de dormir chaque nuit. Et chaque nuit, presque à la même heure, Lucie disparaissait. La troisième nuit, il plaça son téléphone sous l'armoire de la cuisine pour enregistrer. Après le départ de Lucie, il resta immobile dans l'obscurité, le cœur battant, imaginant toutes sortes de scénarios. Quand il entendit enfin la porte arrière se refermer, il expira brusquement. Le lendemain matin, il écouta l'enregistrement. Au début, ce n'était que des bruits de pas, une pluie légère, la porte qui s'ouvrait doucement, mais ensuite, un cliquetis, une chaîne ou quelque chose qui était traîné, puis le bruit d'une serrure, et après cela un faible gémissement, lointain, comme si quelqu'un étouffait un cri. Alexander se figea, les mains moites de sueur. Il rejoua ce segment encore et encore. Ce n'était pas un chat. Pas question. Il apporta l'enregistrement à Samuel. On dirait du métal, fronça les sourcils Samuel. Tu es sûr que Lucie ne cache pas une sorte d'animal ? Alexander secoua la tête, épuisé. Il n'y a aucun signe de ça. Et ce gémissement. Les animaux ne font pas ce bruit. C'était une personne. Quelqu'un pourrait-il squatter dans les bois ? Alors pourquoi Lucie y irait-elle toutes les nuits ? Samuel fit une pause, réfléchissant. Je pense que tu dois la suivre. Il n'y a pas d'autre moyen. La sixième nuit, Alexander emporta son téléphone, une petite lampe de poche et le couteau de poche qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Portant un imperméable, il attendit que Lucie quitte la maison comme d'habitude, puis la suivit tranquillement. La forêt nationale de paillettes était humide et glaciale. Les arbres poussaient drus, leurs racines noueuses s'entrelaçant comme des doigts croisés. Sous ses pieds, le sol était détrempé et boueux. Lucie marchait à environ 20 mètres devant, ignorant qu'elle était suivie. Elle ne portait pas de lumière. Mais elle semblait connaître chaque pas, chaque virage, comme si l'endroit était devenu une partie d'elle. Alexander retint son souffle quand il la vit s'arrêter devant un grand buisson. Elle se pencha, écarta quelques branches épineuses et entra à l'intérieur. Il attendit un moment, puis s'avança à pas de loup. Derrière le buisson se trouvait une petite cabane en bois, grossièrement construite avec de vieilles planches, légèrement penchée le long d'une pente. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une fissure étroite sur un panneau cassé, assez pour regarder à l'intérieur. Alexander pressa son visage contre le bois, et son cœur faillit s'arrêter. Lucie était agenouillée à côté d'un homme, son corps décharné, ses vêtements en lambeaux, ses bras et ses jambes attachés à un cadre en bois avec des chaînes. La faible lampe à huile projetait des ombres vacillantes sur son visage sale, sa longue barbe négligée et ses yeux creux. Lucie lui donnait une cuillerée de porridge fin. Sa main tremblait légèrement, mais son expression était calme. « Mange, murmura-t-elle. Tu ne veux pas mourir de faim, n'est-ce pas ? Je ne te laisserai pas mourir si facilement. » La bouche d'Alexander s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La puanteur de la cabane s'infiltrait à travers la fissure. Pourriture humide. Déchets humains. Métal rouillé. L'homme laissa échapper un léger gémissement. Lucie se pencha plus près, sa voix encore plus basse. « Tu te souviens de moi ? » Pas de réponse. « Je suis l'enfant que tu as détruit. » Alexander eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Il se détourna, trébucha sur une racine et tomba au sol. Son cœur s'emballa, une sueur froide imbibant sa peau. Il se releva en se débattant et courut, trébuchant à nouveau, ses mains et ses genoux éraflés et en sang. Quand il arriva enfin à la maison, il claqua la porte et s'appuya contre le mur, haletant. La maison qui avait été autrefois son refuge lui semblait maintenant une cage. Il ne savait pas s'il devait avoir peur, être furieux ou avoir le cœur brisé. Ses émotions étaient une tempête, indistincte, écrasante, surréaliste. Groupe 4, la confrontation et la vérité.
Le lendemain matin, Lucie se comporta comme si de rien n'était. Elle lui demanda s'il voulait du café ou du thé. Il ne répondit pas. Elle versa du thé quand même, arrangea des fleurs, alluma la radio pour les nouvelles. Quand Samuel appela pour demander ce qui s'était passé, Alexander ne dit qu'une chose. Elle garde quelqu'un. Un homme dans les bois. Samuel resta silencieux un moment. Tu es sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est ligoté. Il ne peut pas bouger. Lucie le nourrit comme si c'était une sorte d'animal. La police. Alexander serra le téléphone. Si je le signale, elle sera arrêtée. Mais je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Qui est cet homme? Samuel ne répondit pas immédiatement. Puis il demanda doucement, serait-ce celui qui lui a fait quelque chose il y a longtemps? Alexander n'avait jamais envisagé cela. Mais la question résonnait dans son esprit comme un glas qui sonne encore et encore. Ce soir-là, alors qu'il regardait un film, Lucie demanda soudain, « Que penses-tu de la punition ?» Alexander se tourna vers elle, « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, quand la loi ne fait rien, quand la justice n'existe pas, les gens ont-ils le droit de punir de leurs propres mains ?»« Non, » dit rapidement Alexander. « Personne n'a le droit d'emprisonner une autre personne ?» Lucie hocha la tête comme s'il n'avait répondu qu'à la moitié de la question. « Je pense que si quelqu'un a ruiné la vie d'une autre personne et n'a jamais payé le prix, alors quelqu'un finira par se lever. » Elle parlait comme si elle citait quelque chose, pas de manière désinvolte, pas de manière hypothétique. Alexander ne répondit pas. Il finit son verre d'eau, sentant qu'un volcan était sur le point d'entrer en éruption dans sa poitrine. Cette phrase était une confirmation, une étincelle au chaos qui grandissait en lui. Groupe 5, l'épreuve et la révélation finale. Alexander n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait tomber dans une réalité aussi tordue. Vivre avec un étranger dans sa propre maison était une sorte de dépression mentale silencieuse. Il ne pouvait plus dormir. Chaque grincement dans la nuit était amplifié par 10. Chaque regard de Lucie portait la teinte d'un cauchemar éveillé. Il devait en être sûr. Une dernière fois, et si ce qu'il avait vu était une hallucination? Et si Lucie s'occupait simplement d'un sans-abri? Une âme perdue dans les bois? Non. Impossible. Le lendemain, il demanda une semaine de congé au travail. « Tu ne te sens pas bien ?» demanda Lucie quand il rentra à la maison vers midi. « Juste fatigué. Je veux me reposer. »« D'accord, je vais te faire de la soupe. »« Pas la peine. » Sa surprise se manifesta une seconde, mais elle ne le questionna pas. Elle sourit simplement, se tourna et entra dans la cuisine comme si elle était déjà habituée à la froideur croissante de son mari. Alexander resta assis, figé sur la chaise du salon, les mains posées sur ses genoux, fixant la fenêtre où la forêt gris-vert étendait ses branches humides. Il pensa à leur première randonnée ensemble dans la forêt nationale de Paillettes. À l'époque, Lucie lui tenait la main si fort. Elle riait, racontait des histoires sur la cueillette de feuilles sèches, la capture de papillons, et comment elle avait une fois séché les cours juste pour pleurer seule dans les bois. « Pourquoi pleurais-tu » lui avait-il demandé. « Parce que l'équité est une chose inventée » avait-elle dit. À l'époque, il pensait qu'elle plaisantait. Alexander passa tout l'après-midi à se préparer méticuleusement, une lampe de poche haute puissance, une mini-caméra qu'il avait achetée en ligne il y a des mois, une carte mémoire neuve. Il fixa la caméra dans une fissure du bois à l'extérieur de la cabane qu'il avait vue. La cacha soigneusement. Ne laissa aucune trace. Lucie ne le saurait jamais. Cette nuit-là, il la suivit à nouveau. Cette fois, il partit plutôt pour la devancer au lieu de la suivre. Il choisit un ancien sentier qui faisait une boucle autour de la pente, autrefois utilisée par les chasseurs locaux. Il le connaissait parce qu'il l'avait parcouru il y a 2 ans avec Chris, le cousin de Lucie. Chris avait depuis déménagé à Spokane, et ils ne se parlaient plus beaucoup. En approchant de l'endroit, il éteignit la lampe de poche et s'accroupit bas comme un soldat en reconnaissance. Le vent sifflait doucement à travers les branches, transportant l'odeur de pourriture et de cendres légères. Lucie apparut exactement comme il l'avait prédit, pile à l'heure, comme un rituel ancré dans l'habitude. Elle portait un long manteau gris cendré et un sac en plastique noir. Pas de lumière,
pas de lanterne. Elle ouvrit la tente, se pencha et entra à l'intérieur. Alexander pressa son corps contre la base de l'arbre, n'osant pas bouger. Environ 10 minutes plus tard, une faible lumière vacilla à l'intérieur de la tente, une lampe à huile. Il regarda à travers une nouvelle fente qu'il avait trouvée la veille, pas l'ancienne. Lucille avait le visage d'un homme avec un chiffon humide. L'homme était ligoté. Ses mouvements étaient doux, méticuleux. « Tu dois être propre, dit-elle. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne vais pas te laisser mourir. Tu le sais. » L'homme ne répondit pas. Il respirait simplement avec un bruit de râle. Une fine couverture couvrait ses jambes, mais ses genoux dépassaient, criblés de plaies purulentes. Alexander sentit sa gorge se serrer. « Tu te souviens de moi ?» demanda à nouveau Lucie, cette fois dans un murmure. « Je suis Lucie Harris, l'étudiante que vous avez appelée au tableau lors de l'examen blanc. Celle dont vous avez changé la note juste pour obtenir une enveloppe de la fille du directeur. » Alexander se figea. Ce qu'il entendait était trop précis. « Tu m'as coûté ma bourse de l'université de Boston. Tu te souviens de ça ? Il ne me manquait que 0,5 points, mais le relevé de notes a été modifié. Mes parents pensaient que j'avais triché. J'ai tout perdu. Ma jeunesse, ma dignité, mon avenir. » Lucie posa le chiffon. Elle le regarda longuement. « Mais maintenant tu te souviens, n'est-ce pas ?» Les lèvres de l'homme bougèrent. Alexander ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Il ne vit qu'une larme glisser sur la joue décharnée et négligée de l'homme. Lucie se leva, ouvrit le sac en plastique. À l'intérieur se trouvait un récipient de porridge. Elle en prit une cuillerée, souffla dessus et le lui donna à manger. « Ne le renverse pas encore. Je ne vais pas nettoyer après toi. Je ne suis pas une servante. Je suis la directrice. » Alexander n'en pouvait plus. Il se détourna en tremblant. Il voulait vomir. Tout son corps semblait couvert d'une pellicule de saleté qui ne pouvait être enlevée. Il ne reconnaissait plus la femme avec qui il avait vécu pendant 8 ans. La femme qu'il avait demandée en mariage à Savannah lors d'un voyage de printemps. Il attendit que Lucie quitte la tente, puis revint et récupéra soigneusement la carte mémoire de la caméra. Tout le chemin du retour, il était comme un homme dans un état second. Groupe 6, la confrontation finale et la décision. Alexander ne mangeait plus rien. Chaque fois qu'il voyait Lucie porter un bol de soupe, sa main plaçant doucement la cuillère comme toujours, il voyait l'image d'elle donnant du porridge à l'homme ligoté. Et puis ce murmure. « Tu te souviens de moi ? C'est moi que tu as détruit. » Cette phrase s'accrochait à la poitrine d'Alexander, l'empêchant de respirer profondément. La nuit, il restait immobile, le dos tourné à Lucie, écoutant ses mouvements dans le lit, le bruissement de l'oreiller, et même ses murmures quand elle pensait qu'il dormait. Un après-midi, pendant que Lucie était au supermarché, Alexander utilisa l'excuse de réorganiser le débarras pour éviter les soupçons. Il descendit au sous-sol, un endroit qu'il visitait rarement. Lucie avait dit que c'était juste pour les outils de jardinage et les vieilles boîtes. La vieille clé était toujours derrière l'armoire de la cuisine. Quand il ouvrit la porte du sous-sol, un courant d'air froid le frappa. Alexander alluma la lumière et descendit les escaliers en bois qui grinçaient. Dans le coin se trouvait une grande armoire en acier avec 3 serrures. Il utilisa une barre de métal pour taper sur différentes parties. Le son creux signifiait que les murs n'avaient rien derrière eux, juste le coffre-fort. Utilisant une technique de levier de base, il cassa la serrure. Cela prit presque 10 minutes, mais le loquet céda. La porte du coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines, peut-être des centaines, de vieux dossiers d'étudiants, coupés et collés à la main. Chaque dossier était une feuille plastifiée avec des noms, des notes, des photos d'école. En bas se trouvaient des notes manuscrites à l'encre rouge, inclinées. Gabriel a augmenté la note d'Emma. Fille du directeur. Lucie a perdu 0,5 points en maths sans raison claire. Julian Parker a perdu sa bourse en 2009. Alexander ramassa une pile. Son cœur battait la chamade. Tout en bas se trouvait une photocopie d'un relevé de notes interne ainsi qu'un email imprimé du directeur adjoint à Gabriel indiquant clairement «
ajuster la note de Lucy Harris. Aucune raison. Ordre d'en haut. C'était la preuve. La preuve que Lucy avait gardée pendant des années, silencieusement, patiemment. Pas folle, pas impulsive, mais calculée. Alexander se mordit la lèvre avec force. Il continua à chercher. Au fond du coffre-fort se trouvait une clé USB enveloppée de ruban adhésif étiqueté simplement « Fichier Gabriel ». Il la monta à l'étage et la brancha sur l'ordinateur. Un dossier apparut, les entrées de date s'étendant sur le mois passé. Chaque fichier était un clip vidéo de la caméra de la tente. Première vidéo, Gabriel, toujours alerte, criait sur Lucy. « Tu es folle. Je vais te poursuivre en justice. Laisse-moi partir. Je ne sais même pas qui tu es. » Lucy se tenait en face de lui, les mains derrière le dos, l'expression froide. « Tu devrais te souvenir. J'étais la première de la classe. Celle qui a misé tout son avenir sur une bourse que tu as enlevée pour une enveloppe bon marché. » Gabriel jura, se débattit, mais les chaînes tinrent. « La loi ne t'a pas touché, » continua Lucy, la voix stable. « Je le ferai. » Vidéo suivante, 5e jour. Gabriel sale, sanglotant, mendiant de l'eau. Lucy versa de l'eau, la posa juste hors de sa portée et dit « Si tu avoues, je te laisserai boire. » Jour 12. Gabriel commença à avoir la diarrhée. Les plaies sur ses jambes se propagèrent. Lucy écrivit sur le tableau blanc, jour 12. Résistance diminuée. État mental se détériorant. Jour 20. Gabriel arrêta de parler. Il fixait simplement le plafond, les yeux vides. Alexander vomit sur place. Il se précipita dans la salle de bain, s'effondra à côté des toilettes, s'agrippant au rebord comme s'il avait peur de tomber dans un gouffre sans fond. Ce qu'il avait vu n'était pas seulement la preuve d'un crime. C'était un miroir reflétant l'image d'une femme autrefois douce, qui aimait l'art, la cuisine et la lecture, maintenant transformée en geôlière, impitoyable et calculatrice. Quand Lucy revint, le crépuscule était déjà tombé. Alexander s'essuya le visage et essaya de rester calme. « Tu as faim ?» demanda-t-elle en suspendant son manteau. « Non. J'ai acheté les biscuits que tu aimes. Je n'ai pas envie de manger. » Lucy le regarda plus longtemps que d'habitude, mais ensuite elle hocha légèrement la tête et ne posa plus de questions. Cette nuit-là, elle n'alla pas dans les bois. Alexander le savait parce qu'il ne dormit pas. Il resta éveillé jusqu'à 4 heures du matin, les yeux grands ouverts, écoutant le tic-tac de l'horloge comme des coups de sabre réguliers contre ses nerfs. Le lendemain matin, il parla. « Lucy. »« Oui. » J'ai regardé dans le sous-sol. Lucy se figea. « Tu as vu quoi ?» ?»« La clé USB, les fichiers, les vidéos. » Elle posa son verre lentement, très lentement. « Tu as tout vu ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Tout. Gabriel, ce que tu lui as fait. Tu as documenté chaque jour. » Lucy ne broncha pas. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, face à face. « Je ne pouvais pas te le cacher pour toujours, » dit-elle. « Mais je ne pensais pas que tu le verrais si tôt. Lucy, tu tiens quelqu'un prisonnier. Ce que tu fais est inacceptable. » « Inacceptable pour qui ?» rétorqua-t-elle. « Pour la morale, pour la loi, pour la décence humaine. » Lucy laissa échapper un léger rire. Pas moqueur, plus triste. Il a vécu libre pendant plus d'une décennie, Alexander, pendant que je devais travailler comme femme de ménage, être méprisée, perdre toutes mes chances. J'ai crié et personne n'a écouté. Je l'ai signalé à l'école. Aucune réponse. La presse l'a ignoré. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais tu n'es pas un juge. Tu as raison. Je suis une victime. Et personne n'a rien fait. Alexander se leva et frappa du poing sur la table. Ce n'est pas la justice. C'est une cage. Tu te détruis. Lucy le regarda droit dans les yeux. Ses yeux brillaient, mais elle restait étrangement calme. Sais-tu combien de fois j'ai pensé à me suicider, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que si le monde ne se réparait pas lui-même, alors au moins je devais essayer. Je devais récupérer quelque chose, n'importe quoi,
pour la jeunesse qui m'a été volée. Alexander n'avait plus de mots. Il ne savait pas ce qui faisait le plus mal, la vérité mise à nu ou la réalisation qu'il était resté impuissant pendant que la femme qu'il aimait glissait dans les ténèbres pendant des années sans qu'il ne s'en aperçoive. Pourquoi enregistrer des vidéos? Pourquoi documenter chaque jour? Lucie baissa la tête et murmura, « Parce que si un jour je meurs, au moins les gens sauront pourquoi. » Alexander était stupéfait. Son cœur se serra. Sa colère se dissipa en une froide tristesse. « Tu n'es plus toi-même, Lucie, dit-il d'une voix rauque. Elle leva la tête, les yeux cernés mais clairs. « Non, Alexander. Je suis moi-même. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai enfin fait quelque chose que personne d'autre n'a osé faire. » Pas de larmes, pas de crise de nerfs, juste le calme terrifiant de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et Alexander comprit que ce mariage n'était plus construit sur l'amour, mais sur une vaste distance entre deux personnes qui ne croyaient plus au même monde. Groupe 7, la résolution et les conséquences. Alexander quitta la maison à l'aube sans dire un mot à Lucie. Le ciel était couvert. Des nuages gris s'étiraient sur la route menant à la ville. Un vent froid balayait les arbres, emportant avec lui le souffle sifflant de fantômes silencieux. Il conduisait lentement, sans destination. Chaque feu de circulation, chaque petite colline, chaque intersection se fondait dans le désordre de ses pensées. Dans la poche de son manteau, la clé USB contenant toutes les vidéos, les enregistrements audio et les écrits de Lucie pesaient lourdement. Il arriva au Central Park de l'Idaho juste au moment où l'horloge sonnait 8h30. C'était autrefois leur lieu de rendez-vous au début, quand Lucie riait, son visage radieux, ses yeux pétillants comme s'il n'avait jamais connu l'obscurité. Maintenant, tout était différent. Il se leva et se dirigea vers le bâtiment de 3 étages de la police provinciale. Des murs blancs, le drapeau américain flottant légèrement sur le toit. À l'entrée, un garde fumait. Il s'avança, chaque pas lui donnant l'impression de marcher sur des pierres tranchantes. Sa respiration devint plus lourde. Dans son esprit résonnaient les mots de Lucie. « Si la loi ne protège pas les faibles, j'écrirai la mienne. » Il s'arrêta sur les marches. Sa main serrait fermement la clé USB. La porte vitrée reflétait son visage usé, anxieux, et par-dessus tout, une désorientation morale qui ne pouvait être effacée. Juste quelques pas de plus et plus rien ne serait jamais pareil. Lucie serait arrêtée. Sa vie et la sienne s'effondreraient. Mais s'il ne le signalait pas, Gabriel pourrait mourir dans les bois. Ou pire, personne ne le saurait jamais et Lucie pourrait continuer avec quelqu'un d'autre. Alexander se retourna, regardant la ville. Les voitures circulaient toujours, les gens passaient toujours, les bureaux étaient ouverts, les enfants se dirigeaient vers l'école, tout fonctionnait comme si rien n'était cassé au cœur du monde. Une voix vint de derrière. « Puis-je vous aider ?» demanda un jeune officier, sur le point d'entrer. Alexander ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Il regarda le visage clair et sérieux de l'officier, puis jeta un coup d'œil à la clé USB dans sa main. Un éclair de mémoire surgit. Lucie dans une simple robe blanche, le jour de leur mariage. Elle avait dit un jour, « Je veux que notre maison soit un endroit où je peux vraiment être moi-même. » Et maintenant, qui était ce moi? Alexander fit un léger signe de tête à l'officier. « Non, je ne faisais que passer. »« Très bien, bonne journée. » Il se détourna, descendant les marches. Le vent lui fouetta le cou, assez froid pour toucher l'os. Alexander ne savait pas ce qu'il faisait, seulement que chaque pas lui donnait l'impression de porter une question sans réponse. Il ne rentra pas tout de suite à la maison. Il se rendit à la bibliothèque provinciale, emprunta une salle informatique et se connecta à son email personnel. Il ouvrit sa boîte de réception et tapa l'adresse jason.carter@humanrightsadvocacy.org, un avocat des droits de l'homme bien connu à Boston, que Samuel avait mentionné une fois, spécialiste des condamnations injustifiées, des abus et des violations de l'éthique dans l'éducation. Il joignit le contenu de la clé USB à un dossier Drive et commença son message par « Ceci est toute la preuve d'une détention illégale, mais aussi la preuve d'une tragédie que la société n'a jamais voulu affronter. » Il n'appuya pas sur « Envoyer ». Pas encore. Il fixa l'écran, la main planant au-dessus de la souris.
Lucie n'était pas innocente, mais elle n'était pas folle non plus. Elle était simplement trop lucide, trop blessée et trop seule. Alexander comprit qu'aux yeux de la loi, la vérité était que Lucie avait commis un crime. Mais dans son cœur, une vérité plus profonde se profilait. Elle avait été abandonnée il y a longtemps. Il enregistra l'email comme brouillon, puis se leva. Groupe 8, la confession et le début de la guérison. Le lendemain matin, Alexander se réveilla tôt, fit du café comme toujours, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Plus de tremblement, plus de confusion, seulement une lourde résolution. Il ne pouvait pas laisser Lucie sombrer plus profondément. Lucie descendit, les cheveux lâches, portant un fin pull. Elle le vit assis à table, une enveloppe blanche sous sa main. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix rauque. « J'ai envoyé les vidéos, les documents et une explication à un avocat des droits de l'homme à Boston, dit Alexander. Son nom est Jason Carter. » Lucie se figea. Ses yeux clignèrent, mais son expression ne changea pas comme il s'y attendait. Elle demanda simplement, « Tu as choisi cette voie. » Je ne peux plus rester les bras croisés, Lucie. Elle s'assit sur la chaise en face de lui. Tu me dénonces. Non. Alexander secoua la tête, la voix rude. Je te place sur un chemin où tu ne te noieras plus dans la vengeance. Lucie laissa échapper un rire sec et froid. Tu penses qu'un avocat va me sauver? Non, répondit-il. Mais la vérité pourrait. Le monde ne se soucie pas de la vérité, marmonna-t-elle. Le monde ne se soucie que de l'ordre. Alexander tendit la main et toucha légèrement la sienne. Alors brise cet ordre de la bonne manière. Lucie retira sa main. Il est toujours en vie, il respire toujours, il est toujours enfermé. Alors, que dois-je faire maintenant? Alexander se leva, se dirigea vers le placard à manteau et sortit un dossier déjà imprimé. Nous allons au poste de police. Tu avoueras, mais avec un avocat à tes côtés, avec des preuves, avec toute l'histoire, tu contrôleras ton récit. Personne d'autre ne le déformera. Lucie ne dit rien. Une fois de plus, seulement le silence. Il n'insista pas. Il lui versa plus de thé et attendit. Finalement, elle parla, sa voix résonnant comme des profondeurs d'un puits. Je ne sais pas par où commencer. Alexander eut un sourire fatigué. Commence par là où tu es tombé. 2 jours plus tard, ils étaient assis dans le bureau de Jason Carter, une petite pièce ordonnée avec des murs tapissés d'affiches sur les droits de l'homme et la justice dans l'éducation. Jason, environ 50 ans, avec des cheveux poivre et sel et des yeux perçants, écouta en silence pendant plus d'1 heure pendant que Lucie racontait tout. Il ne l'interrompit pas. Il ne l'arrêta pas. Il ne la jugea pas. Quand elle eut fini, le silence persista encore plusieurs minutes. Vous avez gardé votre santé mentale à travers tout cela, dit doucement Jason. Et c'est à la fois la preuve que vous pouvez vous rétablir et la raison pour laquelle la justice ne peut pas vous ignorer. Lucie leva les yeux. Je ne cherche pas la pitié. Je veux juste ne plus vivre un jour de plus dans le noir. Jason hocha la tête. Vous ne serez pas seul. Je vous accompagnerai tous les deux au poste de police. J'enverrai également toutes les preuves de la mauvaise conduite de Gabriel Smith aux médias de manière contrôlée. Alexander demanda, « Que pensez-vous qu'il arrivera à Lucie ?» Jason fit une pause. « Je pense qu'elle sera temporairement détenue pour enquête, mais comme il n'y a pas eu de blessures graves, pas de casier judiciaire et une coopération totale, elle ne sera pas accusée sévèrement. Le plus important est que son histoire soit racontée. » Lucie hocha lentement la tête. « J'ai réécrit un journal des derniers jours. Je veux vous le donner. » Elle sortit de la poche de son manteau un vieux cahier. La couverture était froissée, les pages jaunies. Jason le prit avec soin. « Merci. Je protégerai cette histoire. » Sur le chemin du poste de police, Lucie était assise sur la banquette arrière entre Alexander et Jason. Elle ne dit rien, regarda simplement par la fenêtre les arbres du printemps qui commençaient à bourgeonner. « As-tu peur » demanda-t-elle à Alexander. « Peur de quoi ?»« Peur que je sois laissée pour toujours dans un endroit froid. » Alexander regarda droit devant lui. «
Je n'ai pas peur de ça. J'ai seulement peur que tu cesses d'être toi-même. Et si je ne peux pas redevenir moi-même, alors j'attendrai une version différente de toi. Pas parfaite, juste honnête. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Tu es un idiot. Alexander lui tint la main, ne disant rien. Au poste de police, Lucie entra dans la salle d'interrogatoire le dos droit. Elle raconta chaque détail clairement. Comment elle avait suivi Gabriel, tout planifié, construit la tente, l'avait déplacé, s'était occupée de sa santé, n'avait pas utilisé de force excessive, ne l'avait pas torturé. Elle insista, je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais qu'il se souvienne. Se souvenir de ce qu'il a fait et du silence qui a suivi chaque appel à l'aide. L'enquêteur, Paul Monroe, un homme d'âge mûr sévère avec des lunettes, demanda à nouveau, étiez-vous consciente que c'était illégal du début à la fin? Lucie hocha la tête. Je n'ai jamais pensé que c'était légal, mais je croyais que c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que si personne ne le voyait comme un destructeur, alors au moins une personne devait le lui faire sentir. Paul arrêta d'écrire, puis regarda Jason, qui feuilletait les dossiers de Gabriel. Jason dit, nous avons envoyé des preuves au Conseil régional de l'éducation, des relevés de notes aux emails internes. Et plus que cela, j'ai au moins 2 nouveaux témoignages d'anciennes victimes de Gabriel. Elle n'est pas la seule, demanda Paul. Lucie baissa les yeux sur la table. Non. Paul se pencha en arrière en soupirant. Cette affaire sera compliquée, mais j'apprécie votre honnêteté. Lucie baissa la tête, ne disant plus rien. Groupe 9, épilogue et nouvelle vie. Juste 2 jours après les aveux de Lucie, l'histoire se propagea sur les réseaux sociaux. Ce qui semblait être une affaire personnelle devint le gros titre du mois. Un enseignant primé abuse de son pouvoir. Une victime restaure la justice d'une manière inimaginable. Le journal du soir de PBS s'ouvrit sur des images de Gabriel Smith emmené à l'hôpital, physiquement épuisé, mentalement instable, mais pas dans un état critique. Les médecins confirmèrent qu'il n'avait pas été torturé, qu'il n'avait pas de blessures graves, seulement des signes de malnutrition et un trouble d'anxiété aiguë. La police confirma qu'il avait été sédaté et emmené dans la forêt, gardé dans une tente de fortune pendant 29 jours. Aucun rapport de personnes disparues n'avait été déposé car Gabriel vivait seul, avait pris sa retraite anticipée il y a 3 ans et avait peu d'interactions sociales. Quand il reprit connaissance, Gabriel pleura mais ne dit rien. Son avocate commise d'office, une femme nommée Sophia Lewis, confirma, il n'a jamais nié sa mauvaise conduite passée, mais il n'a pas non plus montré de remords. L'événement déclencha un effet domino. 2 autres anciens élèves, Julian Parker et Emily Thompson, portèrent plainte. Ils racontèrent avoir été retirés des listes de sélection de bourses sans explication. Il y avait même des preuves par email de correspondance interne. L'indignation publique monta en flèche. Le département de l'éducation de l'État de l'Idaho tint une conférence de presse soudaine. Nous nous engageons à revoir tous les dossiers de bourse de 2009 à 2012, en particulier ceux impliquant l'enseignant Gabriel Smith, déclara le porte-parole du département. Lucie regarda la conférence de presse depuis le canapé, les mains posées sur ses genoux, les yeux contemplatifs. Alexander lui apporta du thé et s'assit à côté d'elle. « Je pense que tout sera à nouveau oublié, murmura-t-elle. « Non, dit Alexander. Les gens se souviendront parce que tu les as fait se souvenir. » Lucie resta immobile. « Si ce n'était pas pour toi, j'aurais probablement été plus loin. Je ne me serais jamais arrêté. » Il posa sa main sur son épaule. « Et sans toi, j'aurais toujours été quelqu'un qui reste en dehors de la vérité. » Elle se tourna pour le regarder, et pour la première fois depuis des mois, ses yeux s'adoucirent, n'étant plus obscurcis par les ténèbres. « Alors, que sommes-nous après tout ça ?» Alexander sourit. 2 personnes qui se sont perdues mais ont eu la chance de se retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Lucie fut placée en résidence surveillée pendant l'enquête. Chaque semaine, elle rencontrait une conseillère psychologique du département, Laura Bennett, une femme d'une 30aine d'années, vive et ferme. Lors de la première séance, Lucie ne dit rien pendant 15 minutes. « Pensez-vous avoir besoin d'aide » demanda Laura. « Non », répondit Lucie, les yeux fixes.
J'ai juste besoin qu'on me croie. Laura écrivit quelques lignes. Alors commençons par là. Dans les séances qui suivirent, Lucie commença progressivement à partager. Le sentiment de trahison, le long isolement, le froid dans sa poitrine persistant comme un hiver sans fin. Laura ne se précipita pas pour la réparer. Elle écoutait simplement, dans le rôle de quelqu'un qui aide à défaire un nœud. Un après-midi, Lucie dit, « Je pensais que j'étais plus forte. Mais je n'étais pas forte. Je me suis juste endurcie. » Laura hocha la tête. S'endurcir n'est pas guérir. C'est de l'autoprotection. Mais ensuite, j'ai été étouffée par cette carapace, murmura Lucie. Vous n'êtes plus seule, dit doucement Laura. Lucie resta silencieuse, puis hocha la tête. 3 mois plus tard, le tribunal décida que Lucie Harris n'était pas un individu dangereux. Elle ne fut pas inculpée pénalement en raison de sa confession volontaire, de l'absence de blessures graves, de sa pleine coopération avec les enquêteurs, d'un historique documenté de dépression et de l'absence d'intention de tuer. Elle fut condamnée à une réhabilitation non privative de liberté combinée à un traitement psychologique obligatoire et à un service communautaire de 2 ans. À l'extérieur du tribunal, des dizaines d'inconnus attendaient, non pas pour protester, mais pour montrer leur soutien. C'étaient des parents, d'anciens élèves et des défenseurs de la justice éducative. Une femme s'avança, sortant un mouchoir, la voix tremblante. « Ma fille a échoué une fois parce qu'elle n'avait pas soumis tous les documents, mais tout le monde savait pourquoi. Vous avez fait ce que nous n'avons pas osé faire. » Lucie ne répondit pas, mais les larmes ne cessaient de couler. Alexander lui serra la main fermement. « Ils t'ont entendu. » Elle fit un léger signe de tête. Pour la première fois, non pas de chagrin, mais de soulagement. Gabrielle Smith fut placée dans un hôpital psychiatrique civil. Le Conseil de l'éducation révoqua officiellement toutes ses récompenses et distinctions. L'enquête interne conduisit à la suspension de 3 membres du personnel administratif pour complicité. La presse appela cela le « tremblement de terre de l'éducation de la décennie ». Dans une interview spéciale, Jason Carter déclara clairement « Lucie Harris n'est pas une héroïne, mais elle nous a forcés à affronter les blessures que ce système a balayées sous le tapis pendant des années. » Lucie choisit de se retirer des médias. Elle vécut tranquillement, continua régulièrement sa thérapie et commença à écrire non pas un journal de ressentiment, mais un petit livre pour les étudiants défavorisés. Un matin de fin d'été, elle dit à Alexander: « Je veux enseigner à nouveau, pas pour l'argent, pas pour la rédemption, mais parce que si je veux guérir, je dois commencer à l'endroit où j'ai été poussée pour la première fois. » Il la regarda, plein de fierté. « Comment appelleras-tu la classe ?» demanda-t-il. Lucie regarda les bois. Ce qui était autrefois ombragé avait maintenant la lumière du soleil perçant à travers les feuilles, éclairant le sol chaud de la forêt. Elle répondit: « La classe de l'espoir. » Hope Academy tint sa première classe dans un centre communautaire rural à 15 km d'Idaho avec 8 enfants. La plupart étaient des enfants de travailleurs migrants. Chacun avait sa propre histoire, manquant de livres, négligés par les enseignants ou simplement étiquetés comme lents. Lucie préparait ses plans de cours à la main en utilisant ce qu'elle avait appris pendant ses années universitaires inachevées. Elle accrocha un petit tableau blanc avec un message. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons réécrire l'avenir. » Jessica, la vieille amie de Lucie, se présenta un après-midi, se tenant à la porte avec un panier de pain. « J'ai entendu parler de la classe, » dit-elle. « Puis-je aider ?» Lucie sourit et la serra dans ses bras. « Je pensais que je devais tout faire seule, mais maintenant je comprends. L'espoir a besoin de nombreuses mains. » Alexander arriva vers la fin, s'asseyant au fond de la salle, regardant Lucie donner un cours de littérature sur la façon dont les métaphores reflètent la douleur. Dans ses yeux, il n'y avait plus de fardeau, seulement de la lumière. Alors que les élèves partaient, un petit garçon se retourna et demanda: « Madame, pourquoi l'avez-vous appelé l'espoir ?» Lucie s'agenouilla, le regarda dans les yeux. « Parce que j'ai déjà eu aucun espoir, mais ensuite quelqu'un me l'a rendu. » Alexander se tenait à l'extérieur, entendant sa réponse, les yeux lui piquants. Ils se tinrent la main alors que les enfants disparaissaient sur la route, le soleil se couchant derrière les montagnes lointaines.
L'endroit qui était autrefois le gouffre le plus profond de ma vie, murmura Lucie. Tu l'as transformé en lumière. Alexander ne répondit pas. Il lui serra simplement la main. Le vent soufflait doucement, emportant l'odeur du jasmin précoce. La forêt n'était plus l'obscurité. C'était un commencement. Cette histoire est un rappel puissant que la justice ne devrait jamais être construite sur la haine. Le silence de la société face à l'injustice peut pousser les gens au désespoir et à des actions extrêmes. Mais au lieu de la vengeance, la guérison et le changement par la vérité, le courage et l'humanité sont la bonne voie. Le pardon n'efface pas les torts, mais il aide les blessés à se retrouver. Écoutez, agissez et ne laissez jamais les vulnérables se battre seuls pour ce qui est juste. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.